1.1 Quelque part dans un univers donné, il fait froid, même très froid. Le fond cosmique diffus vient de laisser place, après des centaines de millions d'années d'évolution, aux premières étoiles, des objets célestes prenant des formes diverses et variées par leurs caractéristiques, dont la couleur, la longévité, la vitesse de rotation et autres. Des naines blanches aux hypergéantes rouges, il y a tout un monde. Comme il y en eut un entre les différents hominidés qui peuplèrent cette planète que l'on nommera plus tard Terre. Suite à l'événement du Big Bang, tel que nommé par un astronome belge qui le théorisa au début du XXe siècle, foule de particules furent libérées de cette singularité, tel que l'on nomme l'élément qui permit par la suite de déployer l'univers que l'on connaît. Mais cet univers-là est-il le seul? Je ne répondrai pas à cette question, pas plus que je ne rentrerai dans les détails de la physique de l'infiniment petit et dense, car, n'ayant pas les aptitudes nécessaires à cela. Les premières étoiles apparurent donc environ 500 millions d'années après ce fameux Big Bang. Elles étaient composées des éléments les plus légers comme l'hydrogène et l'hélium, encore à ce jour les deux gaz les plus répandus dans l'univers où il nous est donné d'évoluer. Une autre caractéristique de ces premières étoiles-là, qui se forment dans des microgalaxies d'environ 50 à 100 années-lumière, là où se concentre la matière, est qu'elles étaient au départ énormes, mourant relativement vite, et lorsque cet événement, la fin de ces étoiles se produisit, l'énergie thermonucléaire et les matériaux relâchés permirent à des éléments de fusionner ensemble pour créer des nouveaux matériaux et laisser place à de nouveaux types d'étoiles qui vécurent plus longtemps, étant de plus en plus petites et plus denses, en soi plus économes, volontairement ou non, à toi de me le dire, jusqu'à ce que le fer, l'élément le plus stable, apparaisse et se retrouve au cœur des étoiles ainsi que des planètes, astéroïdes, etc. Cet univers, dont je dessine très brièvement les contours, de ses débuts à l'apparition des premières galaxies et étoiles, ressemble à celui dans lequel on vit selon ce que j'en sais, et qui a été récemment édité, il y a moins d'1 an. Pourtant, il pourrait s'agir d'un autre univers, parallèle, où il existerait d'autres formes de vie complexes se posant aussi des questions sur tout ce qui l'entoure. Qui sait? Je disais que je ne rentrerai pas dans ce qui est de l'ordre du spéculatif, mes propres théories à propos de l'univers n'ayant rien de valide. Néanmoins, ce que je peux te dire, c'est que plus j'en apprends sur la question, plus le sens que je trouve à la vie se développe, science et religion ou spiritualité pouvant aller de pair. Ici, dans ma situation précise, il est davantage question de spiritualité. Je ne jugerai pas de tes préceptes, croyances, dogmes ou autres. Je ne suis là que pour te partager quelques connaissances, ainsi qu'une opinion sur une question bien délicate et fondamentale qu'est la non-violence. J'ai peut-être l'air de m'égarer, mais je sais où je m'en vais. Si je te parle de l'univers, dont fait bien sûr partie la planète où l'on réside pour quelque temps, c'est parce que cela m'a aidé à ouvrir les yeux, qui furent entachés d'œillères à une certaine époque. Pourtant, au départ, j'avais eu l'opportunité d'avoir un accès au savoir très jeune, ce que je considère être un privilège qui devrait néanmoins être accessible à toutes et tous. Mes connaissances, en particulier celles sur l'univers et la vie, m'ont donc, contrairement de la froideur qui peut parfois être associée au savoir, apporté douceur et légèreté. Je ne suis plus craintif par rapport à l'avenir, mais j'ai confiance. La vie, elle, reviendra coûte que coûte dans ce merveilleux ensemble cyclique qui semble connaître un début et une fin à toutes les échelles, dont celle de l'univers, pour le peu qu'on en sait. Un autre élément qui a aussi son importance ici
Lorsque je dis pourquoi parler de l'univers est essentiel pour comprendre l'humanisme radical, c'est que nous vivons en soi dans un système fermé. De notre part la plus infime, notre corps étant un organisme fermé, bien que l'on y fasse pénétrer divers intrants, plus ou moins à notre contrôle, également sous forme de collectif tantôt organique, où un ordre apparaît à travers le chaos du premier regard, jusqu'à de plus grandes échelles comme la planète dite Terre, ou encore l'univers. En somme, des lois nous régissent constamment, et elles sont le plus souvent physiques. Nous en tenons plus ou moins rigueur, celles-ci pouvant faire partie du quotidien, ou être invisibles pour notre œil. Là, dans l'observation, l'imagerie macro et microscopique, comme dans bien des domaines, la machine, plus ou moins sophistiquée, nous dépasse sur certains plans. Il faut néanmoins un ou une individu pour analyser les résultats, mais la frontière est mince où la machine n'aura plus besoin de l'humain ou presque, si l'on en suit les prédictions faites et les désirs créés par le capitalisme qui continuent d'être véhiculés bien que nous atteindrions un point de rupture. La question de l'intelligence artificielle sera en particulier traitée dans l'ouvrage Transhumanisme radical, une sixième révolution majeure en marche. Pour en revenir à ces fameuses lois de la physique, comme la thermodynamique dont on entend souvent parler, car, nommées comme une de ces grandes lois, elles ne peuvent qu'être prises en compte dans un monde où il y a autant de machines autour de nous. En effet, chaque jour ou presque, puisque les batteries n'ont pas une capacité de stockage infinie, on utilise de l'électricité pour charger nos nouveaux téléphones intelligents, nouveaux car, étant apparus il y a à peine une fraction de seconde. À l'échelle de l'univers, nombre de lois sont aussi prises en compte lors de l'exploration spatiale, qui aura fait bénéficier la société moderne d'avancées cruciales. Parmi ces avancées-là, notons par exemple la miniaturisation, l'optimisation des ressources naturelles et énergétiques. On voit que ces concepts, à travers cette très courte énumération qui n'avait rien d'exhaustif, sont loin d'être pris en compte dans la vie de tous les jours, bien que l'on en soit plus que capable. Même les plus simples des lois, desquelles on est, volontairement ou non, éloigné, ne sont pas toujours évidentes à réaliser. L'humanisme radical invite justement à observer et à prendre en compte ces lois qui nous limitent à différentes échelles, ce dont nous devrions nous réjouir. Tout a un début et une fin. L'univers lui-même connaît ses propres limites, selon les lois de la physique, quantique ou autre, de ce qu'on en sait toujours. L'être humain, membre de ce merveilleux tout qui le régit, ne fait en aucun cas exception à la règle, qui est qu'il y a des limites absolument partout dues à ces fameuses lois. En soi, de l'univers et par extension de nous-mêmes, on n'en sait que bien peu. Ce que nos yeux ou nos machines sont capables d'observer, c'est d'autant plus minime pour nos yeux, ne représente que 5%, le reste étant partagé entre la matière noire et l'énergie noire, nommée ainsi car on n'a pas encore pu vérifier de quoi il s'agit. L'invisible a donc une part immense à nous dévoiler sur laquelle on ne peut pour l'instant que spéculer. Encore une fois, cela devrait nous inviter à nous réjouir, et nous surpasser, et non à nous morfondre sur notre ignorance, un terme que j'emploie avec une connotation positive. Le meilleur reste à découvrir, si bien sûr la vie perdure à court terme, étant mise à mal par un excédent de machines dont on fait un usage abusif. Moi-même je tape ces mots sur un ordinateur, reconditionné, certes, mais un ordinateur malgré tout. Jusqu'où l'usage de machines est-il alors tolérable et viable? Je n'ai de réponse à cette question à te proposer à brûle-pourpoint, et je n'ai en aucun cas la légitimité à m'exprimer au nom d'un collectif quelconque non plus. Ce concept d'humanisme radical, j'en ai retrouvé des bribes en fouillant sur Internet.
certains l'attribuant à des penseurs comme Descartes, voire même Nietzsche, tandis que d'autres l'ont même employé, plus récemment, dans le titre de leur livre à la manière de Vincent Trieste ou Edward W. Said, et se retrouve encore dans des émissions télévisées. Cependant, je ne me suis penché que très brièvement là-dessus, bien que j'en parle moi aussi et que je projette d'en faire une série d'ouvrages dont celui-ci, tu l'auras compris, est le premier. Que d'autres auteurs en parlent, cela me convient évidemment, mais sache que malgré que l'on parle a priori d'un même élément, ce n'est pas forcément le cas lorsqu'on se penche sur le fond, voire même pas du tout. En effet, ce concept ainsi que ce plaidoyer se veulent subjectifs. Toi qui me lis, peut-être y adhéreras-tu ou non, mais ce n'est pas ce que je cherche. En vérité, consciemment, je souhaiterais acquérir une certaine légitimité à m'exprimer sur ce sujet de la non-violence, ou nombre d'autres, avec les individus qui m'entourent, partageant le peu que je sais, et recevant ce que elles ou eux savent en retour. Si je passe par l'écriture d'un premier livre, c'est parce que je n'apprécie pas le cursus traditionnel qui est transmis à travers les écoles. Cela me concerne. Je ne te dirai pas ici que tu ne devrais pas aller à l'école pour y apprendre foule d'éléments. Peut-être suis-je juste un électron un peu trop libre, un autodidacte n'en faisant qu'à sa tête, et refusant d'écouter l'autorité que je juge être dépassée. Cela me fait ici penser à Boris Cyrulnik, un éminent neuropsychologue octogénaire ayant connu la guerre et qui, lorsque partageant sa vision dans les entrevues que l'on peut facilement retrouver sur le net, nous dit que les jeunes de nos jours ne reconnaissent plus l'autorité pour diverses raisons. Ceci est avant tout d'ordre sociologique, et je pense personnellement qu'il a raison, jusqu'à un certain point. Je rebondirai ici en te parlant d'algocratie, avant tout un mode de gérance, et aussi un ouvrage dont Jean-Marc Jancovici, JMJ, a fait la préface. Je m'égare ici d'un nombre de sujets, mais je t'assure que c'est pour faciliter ta compréhension, du moins je l'espère. L'algocratie sera notamment évoquée à nouveau dans le futur livre dont je n'ai débuté l'écriture s'intitulant L'or rose du XXIe siècle. Les jeunes donc, pour en revenir à elles et eux, dont je fais partie, étant de la génération Z, sacrifiés, ont encore une forme de reconnaissance envers une autorité, sauf que celle-ci n'est plus dirigée vers des humains à proprement parler, mais des machines, ici sacralisées dans cette société moderne aux diverses facettes, que j'explorerai particulièrement dans Un monde à repenser. L'autorité à laquelle on peut désormais se fier, d'autant plus les nouvelles générations, ce que je considère subjectivement être, à partir du milieu des années 80, sont l'intelligence artificielle et ses algorithmes. J'en reviens donc à un sujet que peut-être Hubert Reeves ou Aurélien Barraud, tous deux ayant une casquette d'astrophysicien, parmi plusieurs, affectionneront davantage. Peut-être toi aussi. L'univers connaît ainsi un début avec la singularité qui décharge son énergie et laisse s'échapper les premières particules, infiniment petites, qui sont à l'origine de tout ce que l'on retrouve en nous et autour de nous en permanence. Leur compréhension est encore à ce jour limitée, et je ne suis, de plus, pas physicien. Mais ce que je pourrais néanmoins te dire, c'est que cela a pris plusieurs centaines de millions d'années avant que les premières molécules, un ensemble d'atomes, apparaissent. Les molécules d'hydrogène et d'hélium sont donc les premières à voir le jour dans cet univers sombre et froid. Arrivent ensuite, des millions d'années s'écoulant encore, les premières étoiles que je te décrivais légèrement plus tôt. Elles étaient formées de ces premières molécules, et au fur et à mesure, les supernovae se suivant, la thermonucléaire faisant son œuvre, les éléments plus lourds arrivèrent, jusqu'au fer et tous les éléments que l'on retrouve dans le tableau de Mendeleïev, et qui peuvent avoir différentes caractéristiques selon leur région et isotope.
Les premières étoiles se retrouvèrent par amas, dans des microgalaxies, et devinrent de plus en plus nombreuses et différentes le temps s'écoulant. À ce jour, on estime que certaines étoiles, les moins énergivores, peuvent vivre plus de 50 milliards d'années, dans un univers encore jeune, malgré qu'il ait presque atteint 14 milliards d'années. Dire que l'univers dans lequel on se trouve est jeune, cela peut vous paraître bizarre, mais à l'échelle cosmique, sachant qu'il, l'univers, en aurait encore plusieurs centaines de milliards à évoluer, cela est peu. La Voie lactée, galaxie où l'on cohabite peut-être avec d'autres planètes abritant la vie, est une galaxie de taille modeste, qui fait environ 100 000 années-lumière et se présente sous la forme d'une spirale. Nous sommes dans un des bras de cette spirale, le bras d'Orion, et le plus loin que nous sommes allés, uniquement grâce à des robots, tu t'en doutes, est à moins d'une minute-lumière, soit plus ou moins 18 milliards de kilomètres, avec le vaisseau Voyageur 1. Mis à part quelques données concernant sa catégorie, sa taille, son nombre approximatif d'étoiles, sa vitesse de déplacement ou encore son rapprochement avec la galaxie voisine, Andromède, on n'en sait en réalité que bien peu sur la Voie lactée, ce qui en soi devrait nous émerveiller, nous pousser au meilleur de nos capacités pour débloquer des mystères, acquérir des réponses et avoir encore plus de questions. Il y aurait ainsi environ 200 milliards d'étoiles dans cette galaxie, et cela laisse la possibilité à beaucoup de planètes d'exister, chaque planète pouvant maintenir, dans son environnement, plusieurs centaines d'objets célestes, des planètes aux satellites naturels, aux ceintures d'astéroïdes et comètes. On n'en sait encore que très peu sur la vie dans l'univers, libre cours, donc, à notre imagination fertile. Je pense personnellement, et je n'attends qu'à être contredit, que l'être humain se focalise trop sur ce qui l'entoure, plutôt que ce qui le compose, bien que des recherches commencent à aller dans ce sens aussi. Comme on le retrouve dans la Bible ou dans le livre de Léon Tolstoï en portant le nom, le royaume de Dieu est en nous. Retournons-en donc à ce que l'on connaît davantage. La planète que l'on nomme à ce jour Terre, et le système dans lequel elle évolue.